Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Historiquement Vote pour la 3e édition de notre rubrique Ils flanc la Flandre. Connus ou anonymes, nos intervenants vont évoquer avec nous leurs souvenirs de la Flandre et ce qu'elle évoque. Aujourd'hui, je suis à Hazebrouck, au jardin public, devant la statue de cet illustre Hazebrouckois qui était Jules Lemire. Mais nous allons nous diriger à la sortie du jardin public, à la maison de l'abbé Lemire, où Jean-Philippe Le Guével, président de l'association Mémoire de l'abbé Lemire, va nous recevoir pour une petite visite du musée. Suivez-moi. Jean-Philippe Le Guével, merci de m'accueillir ici au sein de la maison de l'abbé Lemire. Alors, avant de commencer réellement notre entretien, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement à nos auditeurs? Oui, alors donc voilà, Jean-Philippe Le Guével, enseignant dans ma vie professionnelle, donc d'avant, et puis encore enseignant aujourd'hui, j'ai envie de dire, dans le sens qu'il s'agit de transmettre. Et la passion d'un enseignant, c'est ça, c'est de tenter de transmettre des choses. Et moi, ce que j'essaie de transmettre aujourd'hui, eh bien, c'est l'intérêt pour l'abbé Lemire, tout simplement. C'est vrai que quand on vient ici, on est vraiment imprégné par les lieux, on sent vraiment que c'est une maison où il y a vraiment une âme, on sent que l'abbé y a vécu jusqu'à seulement, comme on verra tout à l'heure avec le bureau, on sent que c'est un lieu vraiment vivant quand même. Tout à fait, alors c'est un lieu de transmission de mémoire. Donc l'abbé y a vécu donc, pendant 28 années. Donc c'est quand même une période considérable. Il se fait construire cette maison, à l'époque il n'y a rien. Donc ici, il n'y a pas de béguinage, bien entendu, il n'y a pas de maison non plus. Il se fait construire donc cette maison, il y vit donc pendant ces 28 années, c'est-à-dire que pendant tous ses mandats, aussi bien parlementaires que son mandat de maire d'Hazebrouck, donc eh bien, il aura sa vie, c'est-à-dire qu'il y recevra énormément de monde, des plus grands aux plus humbles, surtout, et donc cette maison, en effet, elle va être imprégnée de toutes les discussions, de toutes les réflexions, et aujourd'hui de nombreux souvenirs. Exactement. Vous nous parliez des béguinages. Alors, les béguinages sont situés juste à côté là, ici de la maison. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu brièvement aussi? Tout à fait. Alors le béguinage, donc il n'est pas prévu bien sûr à l'origine, puisqu'à l'origine l'abbé fait l'acquisition ici de 3000 m², donc de terrain pour sa maison, à la fois pour son jardin. Fils d'agriculteur, il souhaite continuer à travailler la terre, tellement c'est important pour lui le rapport entre l'homme et puis ses racines, et puis la terre. Et il a aussi pour projet, peut-être un petit peu fou, de se faire construire une salle pour ses réunions politiques. Et ce projet d'ailleurs ne verra jamais le jour. Mais c'est un petit clin d'œil en quelque sorte de l'histoire. Et l'abbé vieillissant, bien sûr, donc se dit, vers une dizaine d'années, peut-être approximativement avant sa mort, eh bien, qu'est-ce que je vais faire de ce terrain? Eh bien, je veux qu'il serve à quelque chose. Je ne suis plus en état de le cultiver, donc ce que je souhaiterais, eh bien, c'est que ce terrain puisse accueillir des petites maisons qui elles-mêmes vont pouvoir abriter des personnes qui ont œuvré pendant toute leur vie et qui, à la fin de leur vie, pendant leurs vieux jours, ne sont pas en mesure de payer le loyer. Et bien donc ces petites maisons vont servir à ça. Donc lieu de convivialité, lieu aussi donc, de dignité, d'abri donc pour ces personnes qui se sont dévouées au service d'autrui pendant toute leur vie. D'accord, alors je crois même qu'il y a un projet de réhabilitation de ces béguinages dans les années à venir. Voilà, le temps a fait son œuvre. Les premières maisons ont été bâties dans les années 1925, donc bien sûr les normes du confort de l'époque ne sont pas du tout celles auxquelles on peut prétendre aujourd'hui, ni les normes d'accès. Ces maisons ont vieilli, n'ont pas forcément toujours été suffisamment bien entretenues, maintenant elles sont désaffectées, elles ont été squattées, n'ayons pas peur des mots, c'est pour ça qu'aujourd'hui donc elles sont murées, et voilà qu'enfin depuis une année environ, un nouveau projet donc est en cours entre la société Flandre Pas d'Habitat, qui est le bailleur social, puisque ces maisons ont et garderont donc une vocation sociale, et puis bien sûr la ville d'Hazebrouck et d'autres instances. Donc ce projet, eh bien, c'est la réhabilitation avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France, c'est-à-dire que schématiquement, ces maisons, l'aspect extérieur sera gardé. Par contre, à l'intérieur, eh bien, elles jouiront de tout le confort moderne, donc pour, on l'espère, le plus grand plaisir, le plus grand confort, en tous les cas, des futurs habitants. On espère donc du coup ce projet-là pour 2024. Voilà, c'est ça. Alors, autre grand projet qu'on a qualifié ici même de chantier du siècle,
la passerelle. Oui. Donc à l'heure actuelle, elle est en cours donc, de démontage. Oui. Pour vous, est-ce que l'abbé, qu'aurait pensé l'abbé en voyant sa passerelle un peu démontée Alors, là aussi, il faut reprendre l'histoire. Oui. Cette passerelle, c'est la troisième. Il y en a eu deux avant. Donc, bien sûr, celle que nous voyons partir aujourd'hui, la Belle-Mire, l'a inaugurée le 14 juillet 1924. Donc, évidemment, elle est liée à la Belle-Mire. Mais la Belle-Mire a peut-être encore plus œuvré dans l'ombre pour la création du passage inférieur. Parce que la passerelle, c'est bien sûr le passage des piétons au-dessus des voies, mais qu'est-ce qui rend plus service à la population? C'est sûrement le passage inférieur, qui permet le passage de tous les véhicules. Il n'empêche que cette passerelle, en effet, elle est emblématique, elle est attachée donc au personnage de la Belle-Mire. On le voit encore posant fièrement avec l'ingénieur Cambournac sur les passerelles, sur les marches, pardon, de cette fameuse passerelle. Alors, qu'est-ce qu'il penserait? Eh bien, moi, ce qui me frappe chez la Belle-Mire, c'est justement sa pensée toujours en évolution. Quelque temps avant sa mort, donc la Belle-Mire prévoit un grand projet d'extension de la ville d'Hazebrouck. Et il y a un côté tout à fait visionnaire. Déjà à cette époque, il prévoit la suppression de tous les passages à niveau, donc chose qu'il ne verra évidemment pas. Donc cette passerelle aujourd'hui, eh bien, il se dirait, comme nous probablement, eh bien, qu'elle a fait son temps, qu'on est, bien sûr, on est ému de la voir partir, mais pas de nostalgie inutile. Une autre passerelle va venir, qui portera le nom de la Belle-Mire, qui rendra encore plus service à la population, puisqu'elle permettra des accès directs au quai, et je suis sûr que la Belle-Mire n'aurait pas versé de larmes, qu'il aurait été content que son œuvre évolue et s'adapte au temps. Parce que c'est vrai que Jules Lemierre était quelqu'un de pragmatique. Tout à fait. Qui pensait beaucoup au confort des Hasbrouckois, qui a été beaucoup dans le souci du détail après la Première Guerre mondiale, où il a fallu reconstruire un peu Hasbrouck, moderniser un peu la ville, et c'est vrai que la modernisation d'Hazebrouck, on la doit essentiellement à Jules Lemierre. Tout à fait. Alors, concours de circonstances, bien sûr, il se trouve que Jules Lemierre a été élu à ce moment-là. Il est élu maire à une date dont beaucoup se seraient passés, 1914. Et donc, lorsqu'il s'agit en effet de reconstruire Hasbrouck, eh bien, c'est Jules Lemierre qui est aux commandes. Donc, Jules Lemierre va avoir un rôle très important pendant la guerre d'accueil des troupes, notamment des troupes du Commonwealth. Et puis, après la guerre, eh bien, je dirais que ça va être sa chance, en quelque sorte, et aussi la chance d'Hazebrouck. La chance d'Hazebrouck, ce sera peut-être d'avoir un maire non frileux, d'avoir un maire extrêmement visionnaire, qui va donc voir loin, voir longtemps, qui va penser donc déjà à un nouveau plan de circulation, qui va penser à des plans d'aménagement donc complet d'Hazebrouck, y compris de la voie fluviale qui existe encore à l'époque. Et la Belle-Mire pense à son époque à la développer, parce que l'avenir ne lui donnera pas raison, mais voilà, il évolue donc tout à fait dans ce sens-là. Et Hasbrouck, en effet, lui doit beaucoup, puisqu'aujourd'hui, on ne peut quasiment pas traverser une seule artère principale sans se dire, mais ça, c'est la Belle-Mire qui l'a fait. Alors, Lemierre, je dirais, doit beaucoup aussi au fait qu'en même temps, il est maire et député. Et il est député depuis 30, enfin, quand il décède, il aura été député depuis 35 ans. Ça veut dire qu'il sait en quelque sorte quel levier il faut actionner. Donc ses relations dans le milieu parisien, ses relations auprès des ministres qui sont en place, eh bien, vont lui faciliter en quelque sorte la tâche, puisqu'il va pouvoir faire jouer son réseau en quelque sorte pour plus d'efficacité. Mais il n'en tire pas de gloire personnelle, tout le bénéfice qu'il en tire, comme vous le disiez, c'est au service des Hasbrouckois. C'est pour que le peuple, c'est pour que les habitants d'Hazebrouck puissent en profiter. C'est exactement ça. On peut faire un titre de comparaison. Paris a eu le baron Haussmann avec les grands boulevards, la modernisation de Paris. Et si on peut oser cette comparaison, Hasbrouck a eu Jules Lemierre qui a vraiment modernisé et donné le visage qu'on connaît d'Hazebrouck à l'heure actuelle. Tout à fait. Amener l'eau à Hasbrouck, par exemple, voilà, c'est un détail, mais qui aujourd'hui, au XXe siècle, on a bien du mal à se rendre compte, aujourd'hui, au XXIe même, de se dire en 2021, mais il n'y avait pas l'eau. Ben non, alors évidemment, il n'y a pas qu'à Hasbrouck que la situation était telle que... Mais il y a eu donc ce côté modernisateur, novateur, sans aucun doute extrêmement prononcé. Et surtout, moi, ce qui me frappe, un plan d'ensemble.
aussi bien qui concernait donc toutes les voies, tous les modes de communication, le rapprochement des gares. Enfin, il y a un tas de projets, un tas de pages, un dossier très important que la Belle-Mire va porter au niveau national. Donc certaines choses ne seront pas réalisées, mais ça c'est le jeu, j'ai envie de dire. Il y a des choses qui passent, d'autres qui ne passent pas, mais enfin, en tous les cas, le résultat a quand même été de quoi le rendre fier, et de quoi aussi rendre fier les Asbroquois, d'où la nécessité d'honorer sa mémoire. Totalement, et puis c'était quelqu'un qui aimait vraiment et sincèrement la Flandre dans sa globalité. Tout à fait, tout à fait. La Belle-Mire a à la fois... Alors, il se définit d'abord comme un rassembleur. Il le dit, je suis né pour rassembler. Quelle belle phrase. Quel homme politique aujourd'hui, bien sûrement, eh bien, aurait ça comme programme, en quelque sorte, rassembler de manière véritable. Et donc, ce qu'il veut faire, c'est véritablement ça, donc essayer de faire converger toutes les énergies de manière à ce que eh bien, les choses puissent évoluer positivement. Alors, en même temps, il est profondément attaché à sa terre locale. Donc on l'a dit, parce que, eh bien, il est fils de cultivateur. Ensuite, cette seconde idée pour lui qui est capitale, c'est que l'homme va trouver ou retrouver sa dignité dans le travail de la terre. Et ce sera un autre sujet qu'il faudrait développer, en particulier celui des jardins ouvriers, qui est paradoxalement, et peut-être la seule œuvre nationale et internationale qui subsiste aujourd'hui à Jules Lemire. Lorsque on se souvient que on ne connaît qu'une chose de la Belle-Mire, ce sont les jardins ouvriers. Donc cette relation à la terre. Et vous avez raison de parler de la Flandre, cet amour donc profondément ici de sa Flandre, dont il ne maîtrise pas la langue au point de départ, puisqu'il naît à Vieux-Berquin, mais il va très très vite, quand il va se songer à la carrière politique, rappelons que si la Belle-Mire se lance en politique, c'est pour faire le bien des personnes. Ce n'est pas pour lui, c'est simplement pour améliorer le sort des plus faibles. C'est ça véritablement sa ligne de conduite. Eh bien, donc il va trouver cette incarnation justement dans cette Flandre. Cette Flandre qui a toujours été une terre de combat, cette Flandre qu'il a fallu en quelque sorte toujours défendre, à laquelle il va s'identifier, il va apprendre le flamand très vite pour pouvoir s'adresser à ses paroissiens, aux fidèles en flamand, de telle manière à être compris. Donc il veut être là encore proche véritablement du peuple, et les valeurs flamandes vont rester pour lui, les valeurs de labeur et d'autres, vont rester pour lui une référence constante. Ce sera un guide, mais en même temps, ce qui est admirable chez lui, sans exclusive. C'est-à-dire qu'il va très bien comprendre les autres régions. Et au-dessus de tout ça, eh bien, il y aura la patrie. La mère patrie qui est en danger, donc en 1914, comme elle l'a été quelques années avant, elle le sera encore, hélas, quelques années après. Et Lemire s'avérera donc être un patriote, mais en même temps, donc fidèle à la France, bien sûr, mais aussi fidèle à la Flandre. Et on en trouve cette illustration sur la façade de la maison de la Belle-Mire, puisque vous avez la statue qui représente la grande Flandre qui protège la petite Flandre étant Hasbrouck. Eh bien, on pourrait imaginer qu'en quelque sorte, au-dessus de la Flandre, de la grande Flandre, il y ait la France. Pour la Belle-Mire, tout ça est ensemble, et bien sûr, et voilà, c'est un homme sans frontières, quelque part, et dans ce sens-là, c'est un homme tout à fait prophétique. Puis c'était quelqu'un qui écrivait beaucoup sur la Flandre. Tout à fait. Nos auditeurs vont pouvoir s'en rendre compte tout à l'heure, parce que nous aurons l'honneur, le privilège d'entendre un des textes écrits, il y a des nombreux textes écrits par la Belle-Mire sur la Flandre, il a écrit quand même beaucoup de choses durant ses voyages, ses voyages que ce soit sur Paris ou à travers la France ou l'Europe. Ce sera avec plaisir que nous partagerons ce texte. Jeudi 14 août 1902, à Bruges, pour l'exposition des primitifs flamands et le congrès archéologique. Traverser en chemin de fer la monotone plaine de la Flandre occidentale. Toujours des blés en motte, en gerbe, sur pied ou sur chariot. De beaux blés drus et forts, dont le vieil ivoire laiteux tranche sur le cuivre verdâtre des avoines.
toujours de bonnes gens paisibles qui vont çà et là vers une ferme recueillie, des clochers et des églises comme chez nous, de beaux villages reconstruits en dur, des pignons dentelés aux abords des villes, des gares plates et ouvertes, avec des agents qui ne font pas de bruit et qui regardent aller et venir sans s'émouvoir, de grands ormes dans l'horizon montant la garde autour des vergers, et en approchant de Bruges, des Canadas dont le feuillage tremble perpétuellement au moindre souffle, comme si leurs racines, plongeant dans la vase ou le sable, transmettaient à leur tête l'inquiétude de leur instabilité. Toujours aussi, autour des champs découpés en bandes vertes ou jaunes, la bordure des ruisseaux, plein de ces petites fleurs sauvages qu'on voit au sol des tableaux primitifs. Bordure qui encadre ces beaux chants monotones et leur cou comme une frange sur la robe. Tout méditatif, j'arrive à Bruges, et c'est comme si cette ville était faite pour agrandir les simples sensations de Flandre par toute la longueur des souvenirs passés, par toute la hauteur de l'idéal artistique toujours présent, car en mettant le pied dans ces rues larges et vides, aux aboutissements inattendus, je me sens chez moi. Même tête de femme, même aspect des maisons, même mantelé de bonnes dévotes qui reviennent des offices, même sonorité de la langue, même respect du prêtre. Je vous partage ce que disait mon maître, Jacques Dehaene, dont j'ai recueilli les propos et que j'ai publié dans mon livre « L'abbé Dehaene et la Flandre ». S'il sortait parfois des limites tracées par la vallée de l'Aa et la mer d'une part et de l'autre par la Lys et la frontière belge, c'était pour aller dire une parole d'apôtre à Poperingue, Ypres, Rosebecq, dans cette hospitalière Belgique qui n'est séparée de nous que par une ligne imperceptible et qui conserve nos usages comme elle parle notre langue. Ou bien c'était pour descendre vers le pays d'Artois et remercier par un service les vaillants curés de cette région qui lui envoyaient des élèves. Dans l'un et l'autre cas, il suivait un vieil instinct toujours vivant en nos pays. Nos pères ont vécu sous la houlette des évêques de Saint-Omer et d'Ypres, et quoique les sièges épiscopaux soient supprimés, nous nous tournons vers ces vieilles cités avec de tenaces sympathies comme on se tourne vers un foyer dont on est séparé violemment. Mais je le répète, hormis des circonstances tout à fait exceptionnelles, il se réservait pour les arrondissements d'Hazebrouck et de Dunkerque. Chacun des clochers qui émergent à l'horizon, dans le rayon que nous venons d'indiquer, lui était connu, et la population qui vit et meurt à leurs pieds, race paisible et fière, qui gagne en travaillant le pain qu'elle mange et repose sa tête fatiguée au chevet de ces vieilles églises, aimait et admirait son orateur favori, c'est qu'il parlait sa langue, le flamand. Écoutez, Monsieur Le Guébel, je vous remercie sincèrement de m'avoir accueilli ici au sein de la maison de l'abbé Lemire, en espérant des conditions un peu plus meilleures pour accueillir encore plus de visiteurs, continuer à faire connaître ce très bel endroit qu'est la maison de l'abbé Lemire. Merci. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre soutien. Merci à vous de suivre historiquement votre la rubrique Ils font la Flandre. Et comme on dit en Flandre, tot aan Oosteke, bedankt en lang lief Vlaanderen.